Bonjour à tous et merci de m'avoir invité à ce colloque pour parler d'une œuvre qu'aujourd'hui on ne peut plus voir qu'en esquisse au musée de Roubaix, puisque la version monumentale que vous voyez s'afficher là a disparu. Et donc mon propos est de vous raconter un peu et la commande, les circonstances de la commande et puis son histoire de destruction, puisque je donne la chute avant de commencer. Voilà. Dans les collections de la piscine, alors oui, peut-être dire aussi que l'essentiel de ce que je vais dire vient d'une maîtrise d'histoire de l'art qui a été dirigée par Pierre Vess en 1993, par Joël Moreau-Bocchino sur Gromer et l'art monumental précisément. Dans les collections de la piscine, le musée d'art et d'industrie de Roubaix, une œuvre de Marcel Gromer s'inscrit comme un écho à l'une des avancées sociales emblématiques du Front populaire, les congés payés. Si cette toile d'ailleurs est arrivée à Roubaix, c'est aussi par ce biais, parce que les congés payés ont été créés au sens scientifique du terme par Jean Lebas, le ministre du Travail du Front populaire, qui a été le maire de Roubaix et qui a été le créateur de la piscine qui nous abrite. Cette toile, déposée par le Musée national d'art moderne en 2000, est aujourd'hui le seul vestige d'une commande passée à l'artiste à l'occasion de l'exposition internationale de 1937 pour la façade du pavillon de la manufacture, de la céramique et de la verrerie. Elle raconte donc une histoire qui témoigne de l'errance des œuvres d'art, déposées parfois sans véritable surveillance et donc sans réelle protection. En novembre 1929, Julien Durand, député radical du Doubs, propose d'organiser en 1935 une nouvelle exposition des arts décoratifs pour promouvoir les métiers d'art et offrir aux artistes une protection en réaction à la crise économique qui raréfait les commandes tant publiques que privées. Après des hésitations, des remaniements, des abandons, des retours, l'exposition a finalement lieu en 1937 et sera inaugurée le 23 mai 1937 par Léon Blum, qui avait gagné les élections du 6 juin 1936 à la tête de l'alliance politique du Front populaire. Au-delà de l'ambition initiale, l'organisation de cette exposition, au cœur d'une période complexe, répond à trois grands enjeux souvent énoncés. Le soutien aux artistes et à l'emploi reste l'argument essentiel. Dans le magazine officiel de l'exposition, en avril 1936, on explique: l'exposition va continuer l'œuvre du salut public commencée à l'occasion de la construction du paquebot Normandie. Il n'est pas exagéré de dire que directement par les crédits mis à disposition du commissariat général et indirectement par les travaux des classes d'exposants, les concessionnaires et leurs innombrables fournisseurs, l'exposition va représenter pour les artisans et les artistes 2,5 millions de journées de travail. Le second enjeu est celui de la coopération intellectuelle de l'humanité. On parle d'exposition internationale de la civilisation. Dans l'esprit de la création en 1920 de la Société des Nations, l'exposition doit contribuer à la réconciliation et à la compréhension entre les peuples. Cette exaltation pacifiste rayonnera surtout dans le pavillon conçu sur ce thème, mais également dans les messages plus ou moins évidents dispersés par les artistes dans leurs propositions. Restera cependant l'image très forte de la confrontation entre les deux blocs antagonistes de l'Allemagne nazie et de l'URSS communiste, avec leurs pavillons qui se font face et rivalisent de monumentalité. Et parmi les œuvres d'art, l'histoire aura essentiellement retenu dans le pavillon espagnol la participation de Picasso qui, avec Guernica, nous envoie, pour reprendre la formule célèbre de Michel Leiris, notre lettre de deuil, tout ce que nous aimons va mourir. Le troisième enjeu est le soutien au monde rural et au monde ouvrier. Il est essentiellement mis en œuvre dans le centre rural de l'exposition, mais aussi dans des pavillons thématiques dédiés à l'hygiène, à la solidarité nationale, qui sont la marque du Front populaire et répondent aux propositions formulées dès 1932 par le député SFIO Eugène Fiancette. Edmond Labbé est nommé à la tête du commissariat général de l'exposition internationale des arts techniques dans la vie moderne en 1934. Il en formule l'ambition. L'exposition réunira les œuvres originales des artistes et des industriels. Elle s'efforcera de montrer que les réalisations artistiques peuvent intervenir dans les plus modestes domaines, qu'aucune incompatibilité n'existe entre le beau et l'utile, que l'art et les techniques doivent être indissolublement liés, que si le progrès naturel se développe sous le signe de l'art,
Il favorise également l'épanouissement des valeurs spirituelles, patrimoine supérieur de l'humanité. Elle sera ouverte à toutes les productions qui représenteront un caractère indiscutable d'art et de nouveauté. Dans ce programme, le prestige national est certes un point essentiel. La place à laisser aux autres nations pour asseoir le rayonnement international est une donnée importante, mais elle ne doit pas s'opposer au principe de valorisation des produits français, qu'ils soient artistiques, artisanaux ou industriels. Après la victoire du Front populaire, l'exposition devient un fort enjeu de communication politique. Le chef du gouvernement, Léon Blum, est essentiellement conseillé par Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale, et par Georges Huysmans, directeur général des Beaux-Arts et président du comité d'esthétique de l'exposition. Le 11 février 1937, Blum s'exprime devant les ouvriers du chantier. « Nous voulons que l'exposition de la pensée de la France, de l'art de la France, du labeur ouvrier de la France, inaugurée par le gouvernement du Front populaire, soit, devant le monde entier, le témoignage de ce que vous êtes, de ce que nous sommes, ce qu'est le peuple républicain, socialiste et communiste de ce pays. » Parmi les idées qu'apporte le Front populaire dans le message que devrait transmettre l'exposition, l'organisation des loisirs est particulièrement promue par Léo Lagrange, sous-secrétaire d'État au sport et à l'organisation des loisirs dans le pavillon de la solidarité nationale. Cette question emblématique des choix politiques du nouveau pouvoir après la promulgation des congés payés en juin 1936 y est notamment traitée par le diorama de Léon Fontan et les dessins de Jean Brulé. Sous la tutelle de Jean Lebas, ministre du Travail et maire socialiste de Roubaix, le décor de ce bâtiment moderniste conçu par Mallet Stevens comprend un panneau de Gromer, l'épargne. Il n'est pas non plus inutile de rappeler que Mallet Stevens est également lié au Nord, qu'il organisera 2 ans plus tard la très brève exposition du progrès social à Lille et à Roubaix, et qu'il est le directeur de l'école d'architecture de Lille à cette époque-là. L'exposition regroupe 300 pavillons, dont 44 étrangers, et Louis Hautecoeur estime à plus de 900 les commandes passées à des artistes. L'organisation complexe s'articule en 75 classes et 15 groupes. Une commission des beaux-arts, 28 membres, présidée par Jean Lequin. Elle retient 464 peintres sur les 2232 candidats pour la réalisation de 345 décorations murales. Sous l'autorité de Louis Hautecoeur, conservateur du musée du Luxembourg et directeur des travaux d'art de l'exposition, la commission d'examen des maquettes et esquisses, de 12 membres, valide les projets. Le comité d'esthétique est placé sous la responsabilité de Georges Huysmans, directeur général des Beaux-Arts et très proche de Jean Zay. Parmi les questions fondamentales que pose l'exposition, la coordination et l'articulation des pavillons provisoires et des constructions pérennes est rapidement posée par Jacques Grébert, architecte en chef de l'exposition à partir de novembre 1935. La couleur lui apparaît d'emblée comme une réponse intéressante, sinon nécessaire. Les grands volumes simples et classiques, revêtus de pierres dures, je cite Grébert, du Trocadéro et des musées d'art moderne, dominent, grâce à une topographie favorable, les pavillons provisoires dont la polychromie voulue et coordonnée contribuera à affirmer une tendance nouvelle de l'architecture. Nous semblons être débarrassés de la surcharge décorative superflue, mais par contre, l'excès de nudisme absolu, que cette décadence avait justifié, paraît également abandonné. Les points essentiels des façades sont marqués d'un décor sculptural ou pictural, souvent riche, mais toujours limité à la place qui lui convient. Dans la préface de l'ouvrage publié par la Manufacture de Sèvres, en rappelant l'exemple prestigieux et récent du Normandie, le directeur, Georges Le Chevalier-Chevignard, inscrit la céramique comme un atout naturel dans ce renouveau pour collaborer, je le cite, très efficacement avec l'architecture, tant pour la décoration intérieure que pour l'ornementation extérieure des grands ouvrages.
Bon, ce n'est pas la première exposition internationale où Sèvres va intervenir. Déjà au XIXe siècle, singulièrement celle de 1900, la couleur avait été beaucoup apportée à l'extérieur par les réalisations de la manufacture, notamment avec le développement des grès émaillés qui avaient fait Florès à la fin du XIXe siècle. Mais c'est vrai que pour 1937, on a l'impression que ça prend des proportions très importantes, et surtout sur une architecture plus lisse, une force plus forte que sur une architecture 19e plus alambiquée, entre guillemets. Il est vrai que l'enjeu de cette exposition était important pour la prestigieuse manufacture qui fêtait son bicentenaire. Dès leurs premiers dessins, les architectes, pour retenir le pavillon de la céramique et de la verrerie, donc qui sont Robert Camelot et les frères Jacques et Paul Herbé, indiquent qu'ils intègrent parfaitement la polychromie dans le projet. Donc, vous voyez ces deux dessins. Et ils affirment ce choix dans leur proposition d'éclairage intense du bâtiment. De toute façon, la question de l'électricité et de l'éclairage pour l'exposition est très, très, très important. Le recours à Marcel Gromer pour le décor d'appel est enfin en plein accord avec les convictions que l'artiste a exprimées en 1933 dans un article précisément consacré au lien entre architecture et peinture. Donc, je cite Gromer, « Les palais du peuple se bâtissent et s'ornent suivant des lois humaines, à savoir qu'il faut un architecte maître de l'œuvre qui, le bâtiment terminé, choisisse un peintre en qui il aura toute confiance, avec qui il se mettra d'accord pour que la signification de l'édifice soit unique et sans contresens. Ce peintre-là, à son tour, pourra s'adjoindre une équipe de collaborateurs ou d'élèves à qui il dictera des travaux s'harmonisant avec le plan d'ensemble, et cela pour mutuelle compréhension et sans hargneux corporatisme. » Conçu par trois jeunes architectes, donc Robert Camelot, Jacques et Paul Herbé, le pavillon de la céramique et de la verrerie est parmi les plus remarqués de l'exposition. Au cœur du centre des métiers, face au musée d'art moderne, donc on est rive gauche, alors que le musée d'art moderne, les musées d'art moderne sont rive droite, il est partagé avec l'administration de la monnaie et la céramique industrielle. Tout y est couleur, briques rouges d'un côté, façade en grès chamoté blanc crème sur le quai, panneaux de décoration en grès ou en faïence polychrome. La façade principale, parallèle à la Seine, est consacrée à la Manufacture nationale de Sèvres. Alors, donc, c'est la partie basse du plan que vous voyez. L'aile est est attribuée à la céramique industrielle. L'aile ouest revient à la monnaie. Au centre du bâtiment, en U, on a conservé les arbres majestueux de l'ancien garde-meuble. C'était une contrainte du concours. Et ce modèle palatial est astucieusement bousculé par des références à l'architecture industrielle. La céramique s'impose comme un véritable élément de construction, comme la peau du pavillon. Aucun recours au modèle traditionnel du répertoire décoratif du genre, colonne, entablement, qui pullule même dans l'architecture dite moderne en 1937, et signale fort, à l'angle, c'est ce que vous voyez dans la photo, le document de gauche, la photo en haut à droite, donc signale fort, à l'angle, avec la forme d'un four, flanqué de deux cheminées monumentales fumantes, évoquant une briqueterie. Alors, le guide officiel de l'exposition donne cette description. Ce pavillon qui s'ouvre sur le quai d'Orsay face au pavillon de la maroquinerie a l'aspect d'un immense four. L'art du verre, du cristal, de la terre cuite, des émaux d'art nous livrent ici leurs secrets. Les panneaux décoratifs, les revêtements muraux, les dalles, les bassins et les fontaines de la cour intérieure sont exécutés par des céramistes éminents, au premier rang desquels figurent ceux de la manufacture de Sèvres. Nous voyons encore les phases diverses de la fabrication et de la décoration des céramiques, un oratoire, un boudoir et un salon de toilette exécutés par la manufacture de Sèvres, et dans les vitrines, un merveilleux ensemble d'œuvres de nos artistes céramiques et verriers. Effectivement, de nombreux artistes sont conviés à participer au projet, certains plus classiques, Privas, Chauvel, Deluol, Marc, Bizet-Lindet, Bourraine, Gauvenet, d'autres plus modernes, Outregromer, Laurence, Lursa, Zadkine. Les sujets proposés sont souvent en accord thématique avec la dévolution du pavillon. Zadkine dessine le tourneur et la décoratrice, deux bas-reliefs en faïence tanifère.
Les éléments sont traités par Privas, l'air, Chauvel, l'eau, Deluol, le feu, Marc, la terre, pour la façade principale sur le quai d'Orsay. Invité par Gromer, Laurence propose 2 bas-reliefs de sirènes en grès chamoté. Bitter réalise une allégorie de la verrerie et Bourraine de la céramique. Bizette-Lindet, pour l'oratoire, compose une frise, offrande à la Vierge et au Saint Patron, c'est-à-dire Saint-Bon et le bienheureux Jacques d'Ulm, de la céramique et de la verrerie. Vous voyez que le panorama est très complet. Le pavillon est inauguré le 6 juillet 1937 à 21h pour faire jouer l'électricité et ses lumières, essentielles dans le projet, voûte en pavé de verre, carreaux translucides en façade. Le grand panneau de Gromer, j'ai mis des vues de 2 angles, intitulé dans les documents officiels « Sèvres ou les arts de la terre et du feu », est placé au centre de la façade incurvée qui compose l'angle du pavillon. Alors, je peux revenir en arrière. Donc, c'est le document en haut à droite. Vous voyez que l'angle est coupé par un arrondi. C'est donc là que se situe le décor de Gromer. Qui compose l'angle du pavillon. Il surmonte un cartouche, vous voyez juste en dessous, entre les 2 portes, signant l'attribution du bâtiment à la manufacture de Sèvres, et il est flanqué de 2 bas-reliefs d'Henri Laurence, qu'on voit à droite et à gauche des 2 portes, véritable contribution moderniste à l'ensemble. Le dispositif d'installation donne l'impression que la vaste fresque est détachée du mur, ce qui contribue à son évidence, renforcée par la polychromie dans l'ensemble architectural. Peut-être que la forme du panneau explique d'ailleurs les problèmes de conservation qu'il aura à subir par la suite. La commande est passée à l'artiste durant l'été 1936 pour le compte du ministère du Commerce et de l'Industrie. Le panneau mesure 48 mètres carrés et la façade qui l'accueille 214 mètres carrés. Le 6 août 1936, le chevalier Chevignard indique à Gromer que la composition sera exécutée sur toile au 1/5 de grandeur pour un panneau de 12 mètres sur 4, conformément au projet de l'architecte Camelot, ainsi qu'aux dessins et esquisses de 0,10 mètres qui sont acceptés par le comité consultatif de la manufacture de Sèvres. Le prix du travail, net à forfait non renouvelable, est arrêté à la somme de 12 000 francs net. Le sujet, les arts de la terre et du feu, apparaît bien dans la commande et le comité consultatif de la manufacture agrée le projet le 30 septembre 1936, sans doute à partir des 2 croquis envoyés par le peintre le 23 juin. Il est très vraisemblable que le choix de Gromer revienne à Jean Cassou, futur conservateur en chef du Musée national d'art moderne à la Libération et alors membre du cabinet de Jean Zay. Les 2 hommes sont engagés dans la lutte contre le fascisme. Ils sont tous les 2 proches du Parti communiste et partagent les idéaux du Front populaire. En outre, en 1925, Cassou a écrit la première monographie consacrée à Gromer et leur amitié est nourrie de convictions esthétiques et politiques partagées, notamment autour du comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Cette proximité humaniste et la singularité de l'art de Gromer, alliant la rigueur du cubisme français et l'énergie de l'expressionnisme flamand, explique sans doute que le peintre soit parmi les signatures les plus récurrentes de l'exposition de 1937. Outre ce pavillon de la céramique et de la verrerie, Gromer contribue avec 4 panneaux, dont j'ai mis 2 images, le gouvernail, la vis d'Archimède, l'hélice et la forêt à feu, dans le thème des grandes inventions, au décor du Palais de la Découverte. Nous avons par ailleurs déjà évoqué l'épargne, composée pour le pavillon de la solidarité nationale, soit un total de 6 œuvres. Alors sur les questions de la commande publique, l'épargne est intéressante parce que c'est une commande publique, mais aujourd'hui le tableau est passé en vente aux enchères, il est dans une collection privée. Enfin, il a d'ailleurs été découpé en 2 parce qu'on devait trouver un peu grand pour un intérieur privé, donc il est en 2 morceaux. Gromer est assurément un artiste de consensus entre modernité revendiquée et réalisme très évocateur qu'il situe comme un élément modérateur du décor global du pavillon et de l'ambition de la manufacture. À l'heure où la France a enfin cessé de séparer l'art officiel de l'art vivant, peut-on lire dans ABC Magazine, et où l'architecture tente à s'éclairer sous la joie renaissante de la couleur, Sèvres a fait appel à quelques-uns des statuaires, des peintres et des décorateurs les plus représentatifs de notre époque et, en collaboration avec eux, a étudié et mis au point de grands travaux de revêtement intérieur et extérieur.
C'est dans cet esprit qu'a été conçue l'exposition de la Manufacture nationale de Sèvres, affirmant l'étendue des efforts de rénovation qu'elle poursuit afin de se maintenir en étroite liaison avec les tendances successives de l'art vivant. Il est vrai également que Gromer s'impose à cette époque et à sa génération comme un véritable penseur de la création picturale, qu'il s'exprime régulièrement sur les sujets qui lui importent dans l'affirmation de son travail et de ses convictions esthétiques, et qu'il a déjà, en 1935, fait l'expérience du décor avec le triptyque que lui a commandé son beau-frère, Georges Serafa, pour son entreprise de papier peint, la société SF, et qui illustre des activités industrielles, l'usine, le coloriste et la machine à imprimer. Cette ambition monumentale explique sans doute aussi que Gromer soit choisi pour participer, en 1938, au décor de l'école de pharmacie et qu'il se passionne dans la seconde partie de sa vie pour l'art de la tapisserie. La frise, consacrée au monde ouvrier, la frise proposée par Gromer représente les travaux et les jeux d'une journée, de l'aube au crépuscule. L'axe central est marqué par une porteuse d'eau au milieu d'une sorte d'îlot. À l'arrière, on devine les travaux de la terre. La symétrie est parfaite. À gauche, la lune, à droite, le soleil. À gauche, les bateaux, à droite, la ville lointaine. Tout indique une impression de détente et de jeu. L'eau, la terre et le feu sont évidemment les éléments constitutifs de la céramique. La terre est au centre comme son matériau essentiel. Elle est entourée de l'eau indispensable et du feu qui fixe les choses et qui apparaît au loin avec le soleil, la lune et les étoiles. En lien avec le commanditaire s'imposent des objets évidents en céramique, bols, cruches, jarres, qui sont aussi des symboles de la vie quotidienne. L'arc de cercle dessiné par l'îlot et qui positionne les personnages dans la composition correspond à la forme incurvée de la façade du pavillon. Gromer épouse ainsi parfaitement la contrainte de l'architecture et se fond dans le geste architectural. Ces images de douceur, de sérénité, de solidité paraissent illustrer l'harmonie des temps libres à laquelle aspire la classe ouvrière qui vient se détendre et se distraire. La presse semble avoir compris ce message politique qui résonne en écho à la création des congés payés offerts par le Front populaire, précisément au moment où Gromer travaille à sa composition. Ainsi, dans Paris Midi, peut-on lire « C'est Gromer qui composa des cartons exécutés en grès émaillé, évoquant de l'aube au soir les heures du travail et les heures de loisir. » Et Armand Pierral, dans L'Art et les artistes, écrit « Pour la seconde façade, Gromer a peint une frise représentant les travaux et les jeux d'une journée du lever au coucher de soleil. » Le modèle fourni par Gromer à la Manufacture est la toile aujourd'hui conservée au musée de Roubaix, où le Musée national d'art moderne l'a déposée en 2000. Nous ne savons pas à quelle date elle a été renommée Les loisirs ou Les temps libres, titre apparaissant dans les inventaires du musée. On voit qu'en rentrant dans les collections des musées, l'œuvre est déconnectée de la commande initiale. Ce carton, et en même temps répond évidemment à ce que veut dire Gromer, ce carton a été livré à Sèvres le 15 septembre 1936. L'exécution de la transposition est confiée à mademoiselle Herbillon, à messieurs Leduc, Le Roland et Plantard. Le troisième est un peu plus connu parce qu'il a créé des formes pour Sèvres, il a été très longtemps à la Manufacture, qui seront crédités dans le catalogue officiel de l'exposition. C'est aussi une chose assez nouvelle de voir que les exécutants apparaissent presque au même titre que l'artiste qui a créé le modèle. Les essais de réalisation en 180 carreaux de 13 par 20 cm sont réalisés en octobre. La matrice des carreaux est faite le 15 novembre et fin novembre, la fabrication et le séchage sont achevés. Le travail de transfert du motif à partir d'une épreuve photographique au format, tel qu'il apparaît dans cette belle photographie publiée par ABC Magazine, intervient en décembre. La cuisson commence le 31 décembre et nécessite 5 cuissons. Le 12 janvier 1937, le résultat à la sortie du four est jugé satisfaisant, même si des retouches à la peinture s'imposent. Le 7 avril, le panneau est achevé et Gromer donne son accord pour l'installation. Le pavillon est inauguré, j'ai déjà dit, le 5 juillet suivant, dans la nuit. À la fin de l'exposition,
le pavillon disparaît et le décor est démonté à une date et dans des conditions que nous ne connaissons pas. Le panneau est alors vraisemblablement stocké dans les locaux de la manufacture. En 1954, il est envoyé à Barentin, Seine-Maritime, pour contribuer au projet de musée dans la rue qu'imagine le maire André Marie. Alors, la date de 1954 ne correspond pas à des pièces d'archives originales, mais à une lettre que visiblement l'ancien responsable des archives de la ville de Barentin adresse au premier adjoint au maire de Barentin au moment où on se pose des questions sur la propriété de l'œuvre, c'est-à-dire après la mort d'André Marie, c'est-à-dire au milieu des années 70. Président du Conseil en 1948, plusieurs fois ministre entre 1947 et 1954, André Marie réunit alors, dans l'espace urbain de sa commune, des œuvres sollicitées auprès des collections nationales et provenant pour certaines des décors déposés de l'Expo 37. Je crois d'ailleurs que les deux figures de Gauvenet et de Bitter en céramique sont toujours à Barentin. Le panneau de Gromer est installé sur le fronton du lycée Edmond-Labbé, ultime référence à l'exposition de 1937. Je vous rappelle que c'est le commissaire général de l'exposition. Il est alors rebaptisé, avec l'accord de Gromer, semble-t-il, La paix sous le soleil de France. Hélène de Talouette, lors de ses recherches pour la thèse qu'elle a consacrée à Georges Huysmans, a dépouillé les archives municipales de Barentin qui nous éclairent sur la suite tragique de cette installation en Normandie. Dès juillet 1959, à la demande d'André Marie, une mission d'inspection de la manufacture est organisée à Barentin pour évaluer l'état des carreaux déjà dégradés. Cette inspection du 7 août note des écaillages superficiels indiqués dans le rapport du 10 août et le maire suggère alors de déposer le panneau en 1960, il y a l'année suivante, pour le placer à l'intérieur d'une grande salle de réunion qu'il a en projet de construction. Ce projet n'est pas mis en œuvre et le 21 octobre 1968, André Marie saisit cette fois-ci le préfet pour trouver une solution. Il propose de mettre le panneau à l'abri et de commander à Gromer un nouveau dessin pour produire une nouvelle céramique. Le 3 décembre, Bernard Antonioz, inspecteur général, chef du service de la création artistique, répond que la chose n'est pas possible et que la dépose du panneau n'est techniquement plus envisageable, chaque élément risquant de s'effriter sous l'outil. Le seul fait de tenter de déplacer cette œuvre pourrait provoquer sa destruction complète, dit-il. Ne voulant pas se résigner, André Marie tente, en janvier 1969, d'entrer en contact avec Gromer par l'intermédiaire de son galeriste Louis Carré. Le 4 juin suivant, il sollicite André Delemaire, PDG de Bâti Technique, au sujet du procédé de durcissement de la pierre qu'il envisage comme une nouvelle solution de préservation, qui était un procédé que la Chambre des députés venait d'accepter pour des restaurations dans le cadre des vestiges des Tuileries. À l'automne 1969, puis à l'automne 1970, puis à l'été 1972, c'est une protection par un panneau de verre isolant l'œuvre des intempéries qui est étudiée, sans davantage de succès. L'histoire est ensuite racontée à Françoise Chibret, les galeries de la présidence qui représente aujourd'hui Gromer, qui travaille en 2012 à l'édition du catalogue raisonné de Gromer, elle est donc renseignée par les successifs directeurs de l'enseignement de la région Haute-Normandie, autorité désormais de tutelle du lycée Edmond-Labbé. Ces courriers indiquent que le panneau a été déposé en urgence en 1998 en raison de son extrême dégradation et du fait de la chute de morceaux de céramique qui menaçaient la sécurité des personnes. Tous les éléments ont été entreposés au sein même du lycée Edmond-Labbé. Il n'existe ni certificat de destruction, ni CD des images de la dépose, et après vérification, il a été constaté que les carreaux de céramique ne sont plus présents dans l'établissement. Liberté Dimanche, qui sans doute est un journal qui s'intéressait au thème du panneau, le 18 janvier 1998, s'était ému de cet épisode, mais annonçait alors que l'œuvre avait été prise en charge par l'entreprise Lanfry en vue d'une restauration. La vérité était en fait dans un courrier de la région du 12 mai 2006 qui concluait fataliste « À ce jour, aucun élément matériel de la fresque n'a été conservé, ce qui en exclut toute restauration. » Triste fin. Je vous remercie.